Donc en 2012, l'Inde se présente dans une configuration qu'on ne lui connaissait pas préalablement. L'Inde est aujourd'hui une nation que l'on qualifie de puissance économique émergente. Ça ne veut pas dire que c'est une des premières puissances de niveau mondial immédiate. Donc c'est une des 10 premières économies mondiales, ce qui est déjà beaucoup. C'est une économie qui, en définitive, est un relais de croissance, un des rares relais de croissance de l'économie internationale, vers lequel se tournent l'ensemble des économies à tonnes, au même titre que l'économie française, l'économie américaine, britannique ou autre. Tout le monde va chercher des relais de croissance en Inde. Donc c'est un des atouts forts de l'Inde aujourd'hui, celle d'une nation qui est à la fois en développement, elle demeure en développement, mais c'est une nation qui a des capacités de demande et de besoin qu'elle est enfin en phase de satisfaire. On peut dire également qu'elle se présente aussi, un de ses seconds arguments consiste en quelque chose qui n'est pas monétaire, économique ou autre, mais c'est une sorte de soft power, c'est un modèle indien, si l'on peut dire, qui se base sur des atouts qui sont caractéristiques. Donc c'est une image particulière du développement, c'est une image qui est celle donc de thématiques qui renvoient un petit peu à la culture, qui renvoie également à un environnement ou à un environnement international ou stratégique qui n'est pas hégémonique, qui est plutôt dans la concorde et dans la promesse plutôt que dans l'affrontement. Donc c'est Bollywood également. Donc tout ceci est à la solde du marketing, si on peut dire, ou de la communication indienne. Derrière tout cela, il y a évidemment des choses qui sont un petit peu moins faciles à marketer. Ce n'est pas ce que font les autorités indiennes pour mettre en avant prioritairement leur pays, bien sûr. Alors l'Inde n'a pas pour ambition de rester dans le cadre simplement sud-asiatique, qui est son cadre régional normal. Elle a vocation à ne pas être qu'une seule puissance régionale, mais être une puissance à terme, si possible, de niveau global, de niveau international. Elle veut faire partie des grands de ce monde. Elle y est déjà parvenue dans certains domaines, c'est déjà la deuxième démographie mondiale, c'est la 10e ou 9e économie internationale, c'est un État qui a des capacités de développement et des tendances lourdes sur lesquelles elle parie à terme. Elle voudrait donc s'imposer au niveau international à terme. Pour l'heure, aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de concurrencer directement, quel que soit le modèle retenu, le modèle économique, le modèle militaire, le modèle d'influence régionale de la Chine. Elle demeure encore très loin de la Chine à maints égards. Elle a vocation, dans ses projets stratégiques, d'essayer de récupérer une partie de ce retard. Évidemment, elle n'aura pas la partie bête. La Chine ne compte pas nécessairement avoir de l'autre côté de l'Himalaya donc une puissance asiatique forte. L'Inde qui viendrait donc renier ses parts de marché, si je puis dire, ou aussi de la concurrencer. Donc il faut qu'elle s'attende, cette jeune Union indienne, à une résistance forte de la part de la Chine, qui elle a encore des arguments beaucoup plus forts. On pourrait résumer en disant que l'Inde, pour l'instant, a des arguments de soft power, c'est déjà bien. La Chine, de l'autre côté de l'Himalaya, qui a donc changé de modèle plutôt que l'Inde, a des arguments de hard power. Entre les deux, pour l'instant, il y a un net avantage, et pas que des inconvénients, pas que des avantages non plus, au profit de la Chine. Alors l'Inde développe une politique extérieure caractéristique qui est effectivement nouvelle, elle est en conformité avec son nouveau statut de puissance qui est courtisée. L'Inde, ces 2 dernières années, était la nation, une des rares nations qui a été recherchée, courtisée, visitée par les plus grands de ce monde, le président, le chef de l'État français, le chef de l'État américain, le Premier ministre britannique, la chancelière Angela Merkel, les présidents et les premiers ministres russes, et qui a oublié les autorités chinoises, ont visité l'Inde, pas uniquement à des fins politiques, ni stratégiques, ni commerciales, mais simplement parce que l'Inde est en train de trouver une nouvelle place dans un équilibre régional et international nouveau. L'Inde est en capacité d'être courtisée, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. L'Inde donc est quelqu'un que l'on recherche, dont on essaie de profiter du nouveau format. L'Inde essaye donc de maximiser sa nouvelle proximité stratégique avec les États-Unis. C'est le cœur de sa nouvelle politique étrangère, si je puis dire, depuis une petite dizaine d'années. Elle n'oublie pas pour autant son pourtour asiatique important. Elle essaye de trouver un cheminement plus apaisé dans son environnement régional. Ce n'est pas facile. Il y a le Pakistan à l'ouest, un peu plus loin, il y a l'Afghanistan où elle essaie de s'imposer d'une certaine manière. Elle développe une politique vers l'est, c'est ce qu'elle appelle la Look East Policy, donc une politique spécifique en direction des autres nations de l'Asie du Sud-Est notamment. Et elle essaie également de trouver matière à consolider des liens avec d'autres nations asiatiques qui, dans une certaine mesure, sont plutôt sino-sceptiques, pour dire le moins. Ce sont des nations qui se demandent si l'environnement asiatique demain, au sens large, doit être totalement sous emprise ou sous influence chinoise, ou s'il n'est pas bon, à froid, bien en amont, de constituer une sorte d'alliance molle, donc de nations qui partagent quelques ressentiments peut-être parfois avec Pékin. C'est ce que fait l'Inde en développant des relations plus étroites avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Indonésie, avec la Thaïlande, avec Singapour, une sorte d'alliance au cas où les choses à terme seraient de plus en plus difficiles à gérer en bilatéral avec la Chine.